Renforcer la collaboration avec les parents est un des leviers pour la réussite de tous les élèves. Cela implique la construction d'une relation de confiance à laquelle l'organisation d'échanges réguliers doit contribuer. La relation de famille a été désignée par plusieurs vocables: partenariat, collaboration, coopération et récemment seulement coéducation, comme une reconnaissance réciproque à construire. Vous verrez dans ce document quelques exemples d'actions, de dispositifs mis en œuvre par les équipes et dont elles disent qu'elles ont un impact positif. Les familles sont différentes. Certaines font d'emblée confiance et ne manifestent pas l'envie d'intervenir. Il y a donc à diversifier les relations et les modes de communication pour toucher le maximum de parents. Accueillir d'abord est essentiel. Les premiers regards, les mots, la posture physique sont des indicateurs lisibles pour les parents qui pénètrent dans l'enceinte d'un établissement. Créer du lien. L'humain avant le pédagogique. Il y a ensuite à rendre les enjeux explicites. Si on ne le fait pas, on exclut de fait les familles vulnérables. Il y a donc à expliquer, à rendre lisibles les attentes de l'école. Si on agit comme s'ils comprenaient, on les exclut de fait, dit Pierre Perrier, auteur de l'ouvrage Des parents invisibles. Donc, l'accueil d'abord. Rassurer les enfants, c'est souvent rassurer les parents, en particulier lors des moments charnières pour accompagner les ruptures. Donc l'accueil des parents se fait lors de l'admission à l'école, vers le mois de mars-avril. Oui. Là, on fait connaissance on se donne rendez-vous au mois de juin avec les enfants pour un moment passé dans la classe, un moment d'intégration et où l'enfant du coup va pouvoir découvrir sa classe avec les parents et où on dira toutes les modalités de la rentrée. On offre un café, on se détend, on essaye de vraiment de rendre ce lieu agréable pour les deux et viennent avec plaisir et bonheur et quelquefois ont même du mal à repartir. Alors ça fait partie des éléments qui étaient communs dans le fonctionnement entre la maternelle et le CP, c'est-à-dire que les parents de CP accompagnaient leurs enfants, les élèves de CP, directement dans la classe chaque matin, comme en maternelle, ce qui permettait une proximité avec les enseignants, une communication fréquente, éventuellement de répondre aux questions, de résoudre de petits problèmes. En tout cas, cette proximité, cette communication n'empiétait pas sur le temps des apprentissages, mais permettait une bonne liaison et une bonne transition entre la famille et l'école. Au mois de juin, nous invitions les parents des grandes sections à une réunion pour présenter le CP. Dans cette réunion se trouvaient les enseignants de la grande section, les enseignants du CP. Les enseignants de la grande section commençaient la réunion en donnant des conseils aux parents pour préparer le CP, ce qui pouvait être fait l'été, et pas des cahiers de vacances. Et les maîtresses de CP, pour présenter le CP, faisaient le lien entre ce qui était mis en place en CP de la même façon qu'en maternelle. C'est-à-dire que les enfants dans la classe de CP, il y avait un coin regroupement. Ils allaient beaucoup travailler en atelier au CP. Donc on cherchait, il y avait une présentation des moments identiques entre la grande section et le CP. Et il y avait une présentation ensuite des différences entre la grande section et le CP. Il n'y avait pas d'entrée précise dans l'apprentissage de la lecture, comment ça allait être fait. C'était vraiment un moment pour rassurer les parents et leur présenter le passage entre la grande section et le CP. Suite à cette réunion du mois de juin, fin juin, les enfants de grande section venaient passer une matinée au CP avec leur future maîtresse et les CP repartaient passer eux la matinée avec les maîtresses de l'an passé en maternelle. Et ils étaient ravis de retrouver leur maîtresse et de montrer ce qu'ils avaient pu apprendre. Informer et accompagner les parents pour qu'ils puissent participer à la scolarité de leur enfant. À la rentrée, dans des temps informels, puis lors des réunions de rentrée.
Il y a nécessité de réfléchir aux conditions et aux moyens utilisés pour les informer. Je pense que le fait d'inviter les parents à l'école permet tout d'abord de les rassurer, notamment par rapport aux inquiétudes qu'ils ont au sujet des apprentissages liés à la lecture. Ensuite, ça permet d'assurer un lien de confiance avec les familles. Et puis, ça permet également de partager un moment autour de la lecture pour qu'ils puissent ensuite faire lire à la maison et pour qu'il n'y ait pas de rupture entre ce qui se passe à l'école et ce qu'on pourrait demander à la maison. C'est-à-dire que pour éviter trop d'exigences, en leur précisant bien que... Et puis que le fait de faire lire à la maison est essentiel pour que l'enfant sache qu'on prend en compte ce qui se passe à l'école et qu'il s'implique davantage dans les apprentissages. Ensuite, le fait d'inviter les parents à l'école permet aussi aux parents qui seraient plus éloignés de la culture scolaire de prendre connaissance des outils, dont le cahier de texte, qui semble un outil évident pour nous qui sommes enseignants, mais qui ne l'est pas forcément pour toutes les familles. Alors tout d'abord, le jour de la rentrée, les parents viennent à l'école avec leur enfant pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis on effectue ensemble un travail d'écriture qui servira ensuite à la lecture. C'est un moment où je peux envisager de voir les familles qui seraient les plus distantes de l'école. Et puis les élèves qui seraient plus fragiles. Alors le premier objectif était de rendre explicite la méthode de lecture en faisant présenter aux élèves leurs outils et donc les deux cahiers de lecture, le premier qui est un cahier de combinaison syllabique et le second qui est un cahier de compréhension ou de découverte de phrases et de textes. Ensuite, je pense que ça a pu rendre pour les parents explicite la méthode de lecture. Et puis, ça nous a permis d'accompagner le parcours scolaire de leur enfant. C'est vrai, donc ça a été un travail d'équipe avec les personnels et notamment les professeurs principaux. Alors pourquoi? D'abord pour une raison toute simple, c'est que c'est un de nos axes forts de notre projet de réseau, puisque c'est l'axe 3 du projet REP+, Henri Beaumont, renforcer la coéducation avec les parents d'élèves. Et au-delà de ça, c'est également une conviction personnelle forte que de vouloir travailler main dans la main ou en tout cas regarder dans la même direction que les parents d'élèves. Très rapidement, pour vous situer l'organisation, le conseil de classe participatif se passe en 2 temps. Un premier temps collectif où on est tous rassemblés, parents d'élèves, équipe pédagogique, professeurs principaux, professeur principal de la classe, les élèves. Et ce temps collectif permet aux élèves et surtout aux parents d'élèves de rentrer symboliquement dans la classe, c'est-à-dire de prendre connaissance de ce qui a été fait pendant le trimestre dans la classe grâce à une présentation des élèves et même une présentation de travaux réalisés, voire de productions réalisées. Donc ce temps collectif, 30 minutes, qui se termine donc une fois que l'ensemble des disciplines ont été présentées, et ensuite un temps individuel où là, l'élève et le parent est reçu individuellement par un membre de l'équipe pédagogique, professeur et CPE, puisque les CPE ont également été associés à ce projet, et le professeur, à ce moment-là, a un temps individuel avec l'élève, ses parents, pour analyser le bulletin du trimestre, demander à l'élève de se situer et de s'auto-évaluer, et également de prendre des engagements par rapport au trimestre en cours et se projeter vers le trimestre suivant. Alors comment est-ce qu'on a communiqué? Il y a d'abord eu un travail de conception avec les professeurs principaux, à partir de ce sur quoi on a travaillé, c'est-à-dire des expérimentations qui avaient été menées dans d'autres établissements ailleurs en France. Et ensuite, on a communiqué d'abord aux élèves, puisqu'il a fallu convaincre les élèves, et les emmener avec nous dans ce projet, puis ensuite les parents d'élèves, tout d'abord lors de la réunion de rentrée, parents d'élèves, professeurs principaux, et puis ensuite un courrier adressé à l'ensemble des parents qui expliquait les tenants et les aboutissants de cette organisation et les objectifs, et enfin une invitation 15 jours avant le conseil de classe, puis du phoning.
Alors les parents d'élèves, Oui. oui, ils ont adhéré à notre invitation et à notre proposition, puisque sur les 3 classes qui ont expérimenté ce conseil de classe l'année dernière, on a un taux de participation global de 80% des parents d'élèves. La plupart des parents que j'ai rencontrés pour les saluer sur le départ de l'établissement étaient chaleureux et enchantés par rapport à cette proposition de conseil de À classe. ton avis? Franchement, ce conseil de classe, il était pas mal. Parce que les parents, ils ont pu avoir des relations avec les profs, les D'accord. rencontrer, avoir plus d'informations sur nous que rapporter les informations, nous, les élèves, aux parents. Et qu'est-ce que ça a changé, à ton avis? Tout. Tout. On a pu exprimer notre avis au cours, Ouais. par exemple, ce qu'on faisait en cours. Comme ça, les profs, ils pourront rajouter plus de... Je sais pas, ils pourront modifier les cours. Aussi. Et puis, qu'est-ce qu'elle en a dit, ta maman? On a dit que c'était pas mal, que c'est bien, comme ça, de voir les profs et tout. Elle a bien aimé. Réciter devant tout le monde comme ça, c'est un peu plus stressant, mais ça donne de la motivation à présenter notre travail, notre ressenti sur la matière devant nos parents ou même devant tous les parents. Et qu'est-ce que ta maman t'en a dit après, lorsque vous êtes revenu à la maison? Elle m'a dit que c'était bien, que je m'étais bien débrouillée et qu'elle trouvait que c'était quand même une bonne idée, ce genre de conseils participatifs par rapport à la classe et même pour faire du travail. Les élèves. Dans le conseil de classe, puisque tous les élèves sont présents lors de ce conseil de classe participatif, et d'inclure les parents, puisque également l'ensemble des familles sont invitées à participer à ce conseil de classe participatif. Ainsi, on peut faire un bilan entre le professeur, le parent et l'élève, afin de trouver les points d'appui sur lesquels on va pouvoir continuer à s'appuyer justement pour avancer, et également les points un peu plus faibles sur lesquels on va pouvoir revenir pour pouvoir progresser. Donc effectivement, la nouvelle équipe est arrivée il y a 3 ans au sein de cet établissement labellisé REP+, comme vous le disiez. Et il nous paraissait essentiel de consolider vraiment les relations avec les parents d'élèves, qui pour beaucoup ont été élèves dans cet établissement, qui ont pu avoir un ressenti et un vécu pessimiste de leur propre scolarité. Donc une arrivée avec des parents qui n'avaient pas forcément confiance en l'institution. On a bien évidemment développé des stratégies d'accueil, de disponibilité, d'accompagnement des parents avec un dialogue continu avec l'ensemble de ces parents. Mais il nous paraissait intéressant d'associer pleinement les représentants de parents d'élèves qui peuvent être de véritables leviers pour toucher l'ensemble des parents d'élèves et améliorer la collaboration avec l'établissement scolaire. Donc, première chose, inviter les représentants de parents d'élèves de l'année précédente pour pouvoir échanger, apprendre à se connaître et déjà s'identifier. Ce qui m'a permis de voir très rapidement quelles étaient leurs interrogations, quelles étaient aussi leurs attentes par rapport à cet établissement. Nous avons en quelque sorte contractualiser nos échanges avec la nécessité de se rencontrer de manière très régulière. Donc nous provoquons des réunions environ 1 fois par mois, avec un ordre du jour qui est toujours identique, une première partie de ces entretiens qui sont animés par moi-même, où je fais un bilan d'étape. Donc à savoir donner quelques informations sur les dernières semaines de l'établissement, les indicateurs, s'il y a eu des événements particuliers ou pas. Une deuxième partie où je réponds à toutes leurs questions ou interrogations avec des échanges aussi constructifs sur les choses qu'on pourrait améliorer au sein de l'établissement. Donc par rapport à cela, ces échanges se sont très fructueux au cours du temps, donc nous les avons pérennisés. Parallèlement, j'ai constaté que les représentants de parents d'élèves n'étaient pas toujours outillés pour mener à bien leur mission. Donc ils sont parfois peu identifiés par l'ensemble des parents d'élèves, ils n'ont pas les outils pour communiquer aussi de manière favorable avec l'ensemble, ils ne savent pas toujours répondre aux questions de parents d'élèves ou à des situations un peu complexes. Donc notre objectif, c'est vraiment de pouvoir leur donner un cadre de fonctionnement avec l'aide de l'institution qui va les sensibiliser et les former sur certaines thématiques. Donc thématiques comme comment communiquer à l'ensemble, thématiques comme comment suivre la scolarité de mon enfant et comment puis-je l'aider si je n'ai pas le bagage nécessaire pour le faire. Il y a toujours des stratégies à développer, des réflexes éducatifs à avoir qui permettent une prise en charge efficace de leur enfant. Des thématiques aussi qui sont venues de ces parents d'élèves
ces représentants de parents d'élèves sur des questions pratiques sur l'organisation de l'établissement, le fonctionnement des services, les personnes ressources, etc., etc. Donc, nous sommes aujourd'hui à un stade où nous avons ces réunions mensuelles qui nous permettent vraiment d'échanger et de renforcer la confiance entre l'établissement et ses représentants de parents d'élèves, et la volonté de mettre en place des ateliers qui permettront par la suite d'élargir à l'ensemble des parents d'élèves. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'à la fin, l'équipe du collège puisse animer avec les représentants de parents d'élèves ces ateliers à destination de l'ensemble des parents du collège, mais aussi des écoles du secteur. Diversifier ensuite les modalités de rencontre et de communication. Rendre lisibles les projets menés. Inviter les parents à venir à l'école, à venir dans les classes. À l'école et en classe, donc on invite les familles pour des rendus de projets, comme des expositions qui finalisent un projet de classe, un projet d'année, une séquence parfois aussi, pour associer les parents vraiment aux apprentissages des enfants et donner du sens aux apprentissages des enfants, parce que à ce moment-là, ça leur permet d'expliquer ce qu'ils ont fait aux parents, de leur dire comment ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, et pour eux c'est très important. Donc c'est très important pour les enfants, c'est très important pour les familles, ça les associe vraiment à la scolarité des enfants. Et c'est aussi important pour nous, les enseignants, que les familles soient présentes à différents moments de l'année et qu'elles soient présentes, ces familles, pour un autre moment que le rendu des livrets, que des résultats, puisque les différents liens, donc les liens élèves-élèves sont importants, les liens enseignants-élèves, mais aussi les liens famille-enseignants. Et ça contribue pour moi à un climat scolaire qui est plus serein. Et c'est essentiel pour les enfants et pour tout le monde. Un projet fourmi, on avait un projet en sciences et en programmation, donc avec les robots, où les enfants ont construit des robots représentant des fourmis et représentant la vie au sein de la fourmilière. Donc ils ont construit des robots, ils ont expérimenté. Et ils ont aussi construit une exposition, donc avec des affiches qu'ils ont présentées aux familles, et à ce moment-là, ils ont présenté les robots fourmis que chaque groupe avait construits, en expliquant aux parents comment ils avaient aussi programmé les robots, comment on programme et pourquoi on le fait aussi, et puis en faisant participer les parents, donc avec la tablette au déplacement des fourmis, donc en jouant aussi avec les parents. Pour les enfants, donc les enfants disent qu'ils sont très fiers que leurs parents viennent voir ce qu'ils font à l'école. Les parents eux-mêmes sont fiers de voir ce que leurs enfants font. Ça donne vraiment une lisibilité sur ces moments de classe qu'ils ne partagent pas. Alors tout simplement, je pense que cela renouvelle la confiance que les parents ont envers l'école. Les parents. En fait, en secondaire, dans le collège en particulier, on rencontre les parents sur des moments obligatoires et d'ailleurs, les 2 tiers du temps, ils sont convoqués au collège. Et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas plus de temps qui soit consacré aussi à la valorisation du travail des enfants devant leurs parents. Il me semblait très important de construire aussi une image de ce qui se passe à l'école pour les parents, c'est-à-dire que font leurs enfants toute la journée en classe, comment en fait à quoi ils aboutissent à la fin d'une année scolaire, de quoi sont-ils capables. Donc c'était pas seulement rencontrer les parents, mais c'était rencontrer les parents avec les élèves, avec leurs enfants, pour mettre en valeur les compétences qu'on développe au cours d'une année scolaire. Et pour le comment, il s'agit de plusieurs semaines à l'avance d'apprendre aux élèves à faire des exposés. On s'entraîne à faire des exposés et de leur proposer de choisir, en tant que professeur principal, n'importe quelle matière, en groupe ou seul, pour mettre en avant la connaissance, la compétence, le savoir-faire qu'ils ont le plus apprécié apprendre cette année. Ils peuvent préparer des diaporamas, présenter des récitations, présenter des exposés un peu plus classiques. L'idée étant que
ils se répartissent quand même un peu les disciplines. Donc c'est vrai que ça renforce en plus un certain sentiment de communauté scolaire, puisque voilà, ils prennent en compte aussi l'ensemble des enseignants. Et puis les élèves passent devant les parents rassemblés, et c'est un moment un peu exceptionnel. Alors, la première chose du côté des élèves, l'effet, il est d'abord beaucoup de stress. Donc, on apprend à gérer son stress, on apprend à gérer un rendez-vous important aussi. On apprend à parler en public forcément, mais devant un public qui est autre que le public scolaire. C'est pas uniquement les camarades et uniquement les professeurs. Et du coup, ça développe énormément de compétences. Que ce soit à l'oral, que ce soit dans la préparation des exposés, mais aussi des compétences, j'allais dire psychosociales, puisque les élèves vont être engagés fortement dans un projet collectif, et ça crée du lien avec les enseignants, ça crée du lien avec les parents. Pour les parents, c'est une immense fierté de voir leurs enfants toujours passer comme ça devant un parterre rassemblé pour présenter des petits exposés qui sont pas forcément longs, qui sont pas forcément complexes d'un point de vue pédagogique. C'est vrai que ça renforce l'estime de soi des enfants, mais aussi l'estime que les parents ont pour leurs propres enfants. Mais en tant que professeur principal, c'est un plaisir de voir les élèves agir un peu en autonomie, les voir investir une activité qui a du sens pour eux. Ça fait partie de ma pratique maintenant. Je ne pourrais pas envisager une année sans cette espèce de clôture un peu aussi de l'année, puisque c'est un temps que je prévois plutôt au mois d'avril-mai pour faire un peu une somme de l'année également. Donc, second temps, une réunion à la rentrée, comme pour les autres classes, pour présenter le CP. Et au cours de cette réunion, les maîtresses proposaient aux parents de venir observer un temps de classe, un temps de lecture en novembre et en décembre. Donc elles prévenaient les maîtresses, elles prévenaient les parents qu'il y aurait un planning qui passerait, que les parents seraient accueillis par 2 ou 3 sur des demi-matinées pour venir observer. Voilà. Donc, est-ce que les parents sont venus? Les parents sont venus. En grande majorité, les parents sont venus. On a même eu des demandes de parents. Les mamans étaient venues assister. On avait parlé à la maison, et donc des papas qui demandaient si eux aussi pouvaient revenir sur d'autres créneaux parce qu'ils avaient envie de voir. Voilà. Donc les mamans sont venues. Certains papas sont venus aussi. Et après, en janvier-février, quand toutes les observations étaient terminées, nous réunissions à nouveau les parents et les maîtresses de CP, nous réunissions pour faire le point de ces observations. Le premier point, souvent, qui était abordé, c'était la fierté. Les parents étaient fiers d'avoir vu leurs enfants faire des efforts et puis réussir aussi et commencer à lire. Ça, c'était vraiment un point important. Le deuxième point, c'était la prise de conscience de comment ça se passait en classe, de mettre des images et des mots sur ce que les enfants pouvaient raconter. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que travailler en atelier? Comment est-ce que c'est possible de faire travailler les élèves dans une classe avec des activités différentes, des activités qui étaient adaptées au niveau des enfants, c'est-à-dire de la pédagogie différenciée. Et les parents la comprenaient que tout ce qui était préparé par les maîtresses était adapté au profil des élèves. Ce que je vous raconte là, à l'époque, les CP n'étaient pas dédoublés, c'est-à-dire que ça se faisait avec des classes de 20 à 25 CP, voilà, dans un premier temps. Et donc, à la fin de ce débrief, les parents, la fierté, la lisibilité de comment la lecture se mettait en place et comment les enfants commençaient à apprendre. Et souvent la conclusion, c'était ce qui pouvait être mis en place à la maison pour accompagner le travail fait en classe et pour aider les enfants. Voilà. Le fait de jouer à certains jeux de société en incluant les parents, en leur demandant de venir, ça permet du coup de se retrouver autour d'une table et de jouer ensemble, et de donner peut-être l'idée aux parents de le refaire à la maison. Enfin, rechercher des partenaires sur son territoire d'exercice. Cela permet d'agir en cohérence. Il est nécessaire de rencontrer les acteurs institutionnels, les associations culturelles et familiales pour travailler ensemble avec les parents. On a eu l'idée il y a quelque temps d'interpeller la FIB,
donc une association familiale beauvaisienne qui vient donc avec ses bénévoles, qui vient donner des cours de français à la maternelle à des parents qui ne parlent pas le français ou qui parlent bien le français mais qui veulent lire et écrire. Donc il y a vraiment plusieurs niveaux. Donc on a eu jusqu'à 3 bénévoles qui sont venus l'année dernière. Et bon voilà, elles s'installent dans une classe de l'école pour... bon voilà, les mamans viennent aussi des fois avec des poussettes, avec leur bébé. Voilà, c'est vraiment une proximité, hein, les mamans qui peuvent pas se déplacer ou qui viennent d'avoir des petits, qui ont des bébés, elles peuvent venir avec eux. Pourquoi à l'école? Que ce soit à l'école, c'est une proximité. L'école, le lieu où on vient déposer son enfant pour qu'il vienne apprendre des choses, eh bien, maman peut s'octroyer aussi le droit de venir apprendre le français dans les mêmes locaux, parce qu'on a pas mal de mamans qui ne parlent pas du tout le français. Et quel est l'impact de cette action? Qu'est-ce qu'on constate? Que les parents viennent plus à l'école, ont peut-être moins peur après de venir nous voir et nous parler. Les enfants eux-mêmes voient leur maman dans les locaux et ça peut des fois débloquer des situations. Voilà, ma maman elle vient à l'école, mais moi aussi, donc du coup c'est un bonheur de venir dans l'école. Au mois de janvier l'année dernière, avec la FIB Lire et faire lire, nos partenaires essentiels, et l'association Les Sources aussi, donc et avec Priscille Niaben, docteur dans le quartier, donc du coup qui œuvre beaucoup pour les familles de ce quartier. On s'est toutes réunies du coup dans la salle de jeu. On avait fait, chaque adulte s'était fait un petit coin douillet pour pouvoir raconter des albums proposés aux familles. Donc les mamies, les papis, les parents, les enfants sont revenus après la classe le soir pour venir écouter les histoires. Donc quelquefois, à l'allure d'une petite lampe de poche, sous une tente, en toute intimité, voilà, on leur a fait profiter de belles histoires. La seconde étape, ça va vraiment être de renforcer, je le disais, le rôle des représentants de parents d'élèves qui sont un relais essentiel et qui nous permettent de faire venir des familles qui ne sont pas toujours prêtes à venir nous rencontrer, même si on les a eues par téléphone durant le confinement. Donc c'est vraiment essayer effectivement de ramener le plus possible au centre du système éducatif l'ensemble des parents d'élèves.